Le 29 juillet à 2 heures du matin, le téléphone de Ken Griffin sonne. Ken Griffin, c'est juste le patron de Citadel, un des plus gros hedge funds du monde. À l'autre bout du fil, un garçon de 24 ans qui doit absolument trouver plusieurs milliards de dollars avant l'ouverture des marchés. Pas avant la fin du mois, pas avant vendredi, avant l'ouverture des marchés dans 6 heures. 6 jours plus tôt, ce garçon, c'était le meilleur gérant de la planète. Pas le meilleur de sa catégorie, le meilleur. Point final. Plus 439% en 6 mois. Et 5 jours plus tôt, il écrivait à ses clients que c'était le moment d'en remettre une couche, d'investir à nouveau. Ce garçon s'appelle Leopold Aschenbrenner. Il avait rédigé 165 pages pour expliquer au monde ce qui allait arriver dans l'intelligence artificielle. Il avait créé un fonds pour en profiter, un fonds qu'il a appelé Situational Awareness. Et il n'a pas du tout été conscient de la situation dans laquelle il s'est pourtant mis à l'insu de son plein gré. Il n'a pas vu le mur, et aujourd'hui on va décortiquer la chose pour savoir pourquoi et comment on en est arrivé là. Encore une fois. Bienvenue donc dans ce Morning Bull Live spécial hedge fund qui se pète la figure. Je suis Thomas Veillet et nous sommes en 2026, 10 jours après la fin de règne de Leopold Aschenbrenner. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Leopold Aschenbrenner est allemand. Il est le fils de 2 médecins et il débarque aux USA, il a 15 ans. Alors, il vient pas pour un échange linguistique ou pour jouer en NBA, ni pour le beurre de cacahuète, il est là pour entrer à l'université de Columbia. Il avait sauté quelques classes, il en sort major de promotion à 19 ans. Leopold n'est pas un mec idiot, bien au contraire. Et il avait une phrase là-dessus, il avait dit « À l'époque, aller à l'université à 15 ans et partir en Amérique, ça me paraissait normal. Ma sœur a 15 ans actuellement, et quand je la regarde, je comprends pourquoi ma mère s'inquiétait. » Voilà le personnage. Brillant, très lucide sur les autres, un peu moins sur lui-même. Maintenant, parlons un tout petit peu de son CV, parce que le gars n'a pas eu 250 employeurs, forcément à 24 ans, mais ceux qui l'ont employé, vous les connaissez. Le CV de Leopold se présente de cette manière. En ligne 1, il bosse en 2022 au FTX Future Fund, le bras philanthropique de Sam Bankman-Fried. Oui, cette boîte-là, vous vous souvenez? Eh bien, il y distribuait de l'argent pour sauver l'humanité avec l'argent des clients qui n'étaient pas là. Et la deuxième ligne du CV, en 2023, il rejoint OpenAI, équipe super alignement, mission de l'équipe, je cite, s'assurer que l'intelligence artificielle ne détruise pas l'espèce humaine. Viré en 2024, OpenAI dit fuite d'informations, lui dit qu'il a écrit au conseil que la sécurité de la maison était une passoire et que ça n'a pas plu du tout. Et le plus drôle, c'est pas le licenciement. Le plus drôle, c'est que l'équipe chargée d'empêcher l'intelligence artificielle de tous nous tuer a été dissoute un mois plus tard. La voie royale pour les T-1000. Mais bon, c'est pas le sujet du jour, ça sera peut-être le sujet de l'année prochaine. En tout cas, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Juin 2024, il est donc au chômage et il publie 165 pages. Il appelle son essai Situational Awareness. La thèse, pour ceux qui n'ont pas 4 heures, je vous la décris en gros, l'IA générale arrive vers 2027, elle déclenche une explosion d'intelligence et ça remodèle tout, l'énergie, la défense, la géopolitique et accessoirement les marchés financiers. Le texte devient littéralement viral et on commence à le surnommer le Nostradamus de l'intelligence artificielle. Et là, à ce moment-là très précis, il a une idée brillante sur le papier, puisqu'il se dit, si je sais ce qui va arriver, pourquoi est-ce que je vais rester pauvre en attendant que ça se passe? Du coup, il monte un hedge fund. Même nom que l'essai. 225 millions pour commencer. Et comme premiers investisseurs, il a les frères Collison de Stripe, l'ancien patron de GitHub et Jane Street. Jane Street, une des maisons quantitatives les plus sophistiquées de la planète, celle qui emploie des docteurs en maths pour arbitrer des écarts de 3 millièmes de centimes, eh bien, elle confie son argent à un garçon de 23 ans dont l'unique qualification est d'avoir écrit un long texte de 165 pages. Bon, c'est aussi sans doute qu'ils ont lu l'essai. Vous voyez, c'est vrai qu'il est bien.
Vous avez aimé? Si jamais vous voulez vraiment le lire en entier, je vous mets le lien dans la description. Il commence donc avec 225 millions, on est fin 2024. Un an plus tard, il a 1,5 milliard, 20 milliards au mois de juin 2026 et 45 milliards le 1er juillet 2026. Et le 30 au soir, il ne lui restait plus que 10 milliards et c'était pas des retraits. L'effectif total du fonds, c'était 8 personnes, des copains de l'Université de Columbia, pas l'ombre d'un risque manager grincheux qui aurait vu passer 1998, 2008, 2021 et qui aurait dit à un moment la phrase magique « Léopold, mon garçon, tu trouves pas qu'on est un petit peu chargé, un tout petit peu trop exposé au risque ?» Mais revenons d'abord un petit peu en arrière. Qu'est-ce qu'il achetait? Parce qu'il faut rendre à César ce qui était à César. L'idée était excellente. Dans une ruée vers l'or, celui qui gagne à tous les coups, c'est pas le gars qui cherche de l'or, c'est le type qui vend des pelles et des pioches. Donc, zéro investissement dans les modèles d'IA. À la place, il achète ce dont l'IA a physiquement besoin pour exister. De la mémoire, des data centers, de l'électricité, beaucoup d'électricité. Et puis, cerise sur le gâteau, des anciens miners de Bitcoin reconvertis en centre de calcul, des boîtes qui avaient déjà les hangars, déjà les machines et une facture d'électricité digne d'une ville moyenne. Honnêtement, c'était et c'est sûrement toujours un visionnaire. Et de l'autre côté, ils vont à découvert les vieux logiciels, longuent les pelles et les pioches d'aujourd'hui et shortent les anciens outils de l'époque. Pendant 18 mois, ça fonctionne. Et les deux côtés gagnent en même temps. Les pelles et les pioches montent et les logiciels se pètent la figure. Les longues explosent et les shorts s'écrasent. Le coup parfait. Sauf que quand on ouvre le capot et qu'on fouille un petit peu dans le moteur du fond, on ne trouve pas un portefeuille classique. Forcément, c'est un hedge fund. Il y a 26 lignes dans son fonds, dont les 5 premières représentent plus de 76%. Bonjour, le concept de la diversification. Et le fonds détenait 8,2% du flottant de Core Scientific. Et quand tu détiens 8% d'une société cotée, ça veut dire une chose très simple. Le jour où il faut vendre, il n'y a personne en face et vous ne possédez pas une position que l'on qualifie de liquide. Vous possédez un immeuble. Et un immeuble, ça se vend pas en 3 séances, même avec un très bon agent immobilier. Sauf que ce qui a vraiment fait la performance, tout le monde est un petit peu passé à côté. En février 2025, il met de l'argent dans Anthropic. Valorisation d'entrée, 60 milliards. Mais 14 mois plus tard, la valorisation est de près de 1000 milliards. En gros, il a fait x16 en l'espace de 15 mois. Voilà le vrai moteur. Le fonds n'a pas fait 439% avec des miners de Bitcoin recyclés. Il l'a fait parce qu'il avait acheté du non-coté au bon moment. Et le non-coté ne baisse jamais, vu que personne ne le cote et que la valorisation est toujours aléatoire. Et d'ailleurs, vous allez le voir, la seule partie de son portefeuille qu'il n'a pas vendue, c'était Anthropic. La seule ligne qu'il n'a pas dû vendre parce que tu peux pas acheter en levier ou faire de la marche sur un truc non coté, eh bien c'est le reste qu'il a tué. La partie visible de son portefeuille. La partie invisible l'a sauvé et c'est tout ce qui lui reste aujourd'hui. Là, je vais m'arrêter 2 minutes parce que le levier, c'est tout le dossier. Le reste, c'est du décor en carton-pâte. Imaginez, vous avez 100 francs. Le banquier vous en prête 400, vous avez 500 francs à la place, levier de 5. Le marché monte de 10%, vous remboursez les 400, il vous reste 150. Vous avez gagné 50% avec un marché qui en a fait 10. Vous êtes un génie, le lendemain vous êtes sur CNBC et toute votre famille veut investir avec vous. C'est magique, non ? Bon, en revanche, il y a un petit côté obscur de la force. Imaginez les mêmes 100 balles, les mêmes 400 prêtés par la banque, mais le marché baisse de 10%. Et bien une fois que vous avez remboursé la banque, il vous reste 50 balles. Vous venez de perdre la moitié de votre patrimoine. Pire, si le marché baisse de 20%, faites le calcul, vous avez tout perdu. Absolument tout. Et vous devez encore rembourser les 400 francs à la banque. Le levier, en fait, c'est la remorque qu'on accroche derrière la voiture. À plat, vous la sentez même pas. En montée, elle vous ralentit un petit peu, c'est pas grave. Et puis, vous attaquez la descente du col et à partir d'un certain moment, c'est plus vous qui tirez la remorque, c'est la remorque qui vous pousse et qui pousse la voiture. Le volant ne sert plus à rien, les freins sont super chauds et marchent plus. Vous n'êtes plus le conducteur, vous êtes un passager avec un très bon point de vue sur la falaise qui est juste après le virage à droite. Et le banquier, lui, il attend pas zéro. Bien avant, quand le coussin de sécurité devient trop faible, il vous appelle. Mettez-moi tout de suite du cash sur la table, tout de suite, ou je vends vos positions moi-même. Ça s'appelle l'appel de marge, margin call en anglais.
Vous voyez, ce bruit-là, c'est le bruit que fait la civilisation financière quand elle vous rappelle que vous êtes propriétaire de rien et que vous jouez avec le pognon de la banque. Maintenant, parlons un petit peu de l'arithmétique du désastre. Au moment où tout est parti en vrille, Aschenbrenner tournait à 4 fois son capital. Il empruntait 4 fois ce qu'il avait dans son fonds. C'est-à-dire qu'une baisse de 30% sur la partie longue représentait une perte de plus ou moins 120% des fonds propres. 120%, c'est-à-dire plus que ce que vous possédez. Et le pire, c'est que ce calcul-là, un stagiaire de première année le fait sur un coin de nappe en 40 secondes. Alors tout le monde va vous raconter que c'est l'IA qui a déraillé. Meta qui revend sa capacité de calcul excédentaire, TSMC qui annonce des investissements plus élevés que prévu. Traduction, ça coûte plus cher que ce qu'on vous avait dit. Tout ça est vrai, il y a plein de news qui sont sorties qui peuvent justifier ça. Mais c'est pas ça qui a vraiment déclenché la fin du fonds de Leopold. Ce qui l'a tué, c'est le 29 juillet. La Fed de Kevin Warsh annonce qu'elle laisse les taux inchangés pour le 7e mois d'affilée. On en a parlé et reparlé. Et le marché obligataire, qui n'est pas dupe depuis un moment, se met à hurler. Le 30 ans américain part à 5,23%. On est au plus haut niveau depuis 19 ans, avec 59% de probabilité d'une hausse des taux au mois de septembre. Réfléchissez 30 secondes ce que ça a pu faire à son portefeuille. Un data center, une centrale, un hangar plein de processeurs, ce sont des actifs qui promettent du cash en 2029, 2031, 2034. Et ce sont les objets financiers les plus sensibles au taux d'actualisation qui existent sur cette planète. Quand le taux sans risque part à son plus haut depuis 19 ans, tout ce beau monde qui dormait au congélateur du long terme avec des taux bas commence à transpirer sur le carrelage. C'était pas un référendum sur l'intelligence artificielle, c'était une révision du taux auquel on accepte d'attendre. Aschenbrenner avait construit la machine parfaite pour un monde où l'argent ne coûte rien. Le problème, c'est qu'il l'a construite en 2026, là où l'argent commence à coûter de plus en plus depuis quelques mois. Et les choses commencent à sentir mauvais le 24 juillet. Le 24 juillet, il écrit à ses investisseurs. Il reconnaît les dégâts et il ajoute que cette correction est l'une des meilleures opportunités d'achat depuis 2025. Il ouvre même une fenêtre de souscription au 1er août. Venez mes amis, c'est le moment d'en remettre une couche. Et c'est là qu'il fait l'erreur qui, à mon sens, est bien plus grave que le levier. Parce qu'une lettre aux investisseurs, eh bien, ça reste jamais chez les investisseurs. 3 jours plus tard, le Financial Times a le document dans les mains. Et à partir de la seconde où le marché apprend que le meilleur fonds de la planète est blessé et qu'il tourne à 4 fois son capital, ça ne reste pas sans conséquence. L'ensemble de ses concurrents se transforme alors en une espèce de meute de hyènes affamées qui ont senti le goût du sang. Les autres gérants regardent les positions de Leopold, positions qui sont publiques, que tout le monde peut lire depuis son canapé, et ils savent exactement ce qu'il va devoir vendre, dans quel ordre et à peu près quand. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien c'est des hedge funds. Alors ils vendent avant lui, ils shortent devant lui, ils le poussent dans la descente. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de collègues, il n'y a pas d'amis, c'est tout simplement l'halali. Il ne s'est pas seulement fait margin coller par ses banques, on lui a collé des snipers aux fesses. Annoncer sa faiblesse en pensant lever du capital, c'est mettre un mot sur la porte de l'immeuble pour dire qu'on part 3 semaines en vacances en laissant la clé sous le paillasson et son portefeuille sur la table de la cuisine. La semaine du 27, les appels de marge arrivent. Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, ils font tous la queue en bas de l'immeuble et ils veulent tous sa peau. Enfin, ils veulent surtout récupérer leur argent. Et donc, ils vendent pour y répondre aux appels de marge. Sauf que ces ventes font baisser les cours des actions qu'il détient, vu qu'il est le marché sur la moitié de ses lignes, ce qui déclenche de nouveaux appels de marge, ce qui l'oblige à vendre encore. C'est la spirale, c'est mécanique, c'est même presque beau si on aime les mathématiques et qu'on n'est pas exposé dans cette situation. Et puis alors, le détail qui n'en est pas un, quelques semaines plus tôt, pendant que ses positions faisaient des records, il cherchait de nouvelles banques pour prendre encore plus de levier. Il approche donc Barclays. Barclays dit non, trop d'exposition pour un seul secteur. Quand une banque anglaise vous claque la porte au nez pendant que vous affichez plus 439%, c'est pas de la timidité, c'est pas de la trouille, c'est du diagnostic. Un diagnostic qu'il aurait peut-être pu faire lui-même s'il avait pensé à engager un risk manager grisâtre et ennuyant. Le 29 juillet, il cherche du cash partout, par tous les moyens. Millennium regarde et passe. Jane Street, qui est pourtant investisseur, dans le fond, regarde et se dégonfle aussi. Vous imaginez, votre propre actionnaire ouvre le classeur, regarde le portefeuille et dit « non merci », en repoussant le classeur d'un air dégoûté.
À cet instant très précis, Aschenbrenner est pratiquement mort. Mais Citadel a eu vent de l'affaire. Citadel appelle donc, et puis Ken Griffin, le patron en personne, parle à Aschenbrenner des heures de négociation. Au bout de la nuit, l'accord est signé juste avant l'ouverture. Moins de 24 heures entre le premier coup de fil et la signature. Il signe le deal pour 16 milliards de dollars. Alors pour vous donner une idée, quand vous achetez un appartement entre l'offre et le notaire, il se passe 3 mois. On vous demande vos fiches de salaire, blablabla, toute l'histoire, vous connaissez. Le 30 juillet, à la cloche de l'ouverture à Wall Street, tout le fonds Situational Awareness, les longues et les shorts, part en un seul bloc chez Citadel. Avec 10% de décote. Carrément au plus bas du marché, c'est clairement le deal de l'année. Et une fois le vendeur en détresse sorti du marché, tout est remonté. Nebius plus 27%, Iren plus 26%, Bloom Energy plus 25%, CoreWeave plus 22%, pendant que le S&P 500 équipe pondérée faisait plus ou moins 0%. Et Citadel dans tout ça? Eh bien, les chiffres de juillet sont tombés récemment. Le fonds phare, plus 5,9%, meilleur mois depuis 2022. Le fonds tactique, plus 11%. Le fonds action, plus 14%. Pour ces deux-là, c'est carrément les meilleurs mois de leur histoire entière. Forcément. Mais le chiffre à retenir, c'est celui-là. Avant le rachat, le fonds phare de Citadel était à plus 0,45% sur le mois. 0,45. Même pas de quoi payer la moquette. Et en une nuit de négociation, un coup de fil, un bloc acheté à 10% de décote la veille du rebond et un fonds de plusieurs dizaines de milliards transforment un mois de rien du tout en son meilleur mois depuis 4 ans, voire depuis toujours. Et pour que le tableau soit complet, Millennium, qui a regardé le book et qui a dit non, a perdu 2,1% en juillet. Eh ouais, ils auraient dû dire oui. 2 maisons, le même dossier, la même nuit, le même téléphone. L'une dit oui et signe son meilleur mois depuis 4 ans. L'autre dit non et se prend le mois dans les dents. Et attention, Millennium n'a pas été bête, hein. Millennium a fait exactement ce qu'on enseigne. Ils ont été prudents. La différence, c'est que Griffin, lui, voulait vraiment déjà acheter ses actifs avant. Et c'est ça la vraie leçon. La différence entre le vendeur forcé et l'acheteur opportuniste, c'est jamais l'intelligence, c'est la liberté d'attendre. Aschenbrenner avait des actifs formidables et besoin de cash tout de suite. Citadel avait du cash et tout le temps du monde disponible. C'est toute l'histoire de la finance depuis que la finance a été inventée. Bon, maintenant, on va parler ce dont personne ne parle parce que tout le monde préfère se foutre de la gueule de Léopold Aschenbrenner. La vraie question, c'est pas pourquoi il a sauté. Un garçon de 24 ans sans expérience à qui on donne un levier de 5 ou de 4, la réponse est simplement dans l'énoncé. La vraie question, c'est pourquoi Goldman Sachs, JP Morgan et Bank of America lui ont prêté cet argent. 5 ans après la faillite du fonds Archegos, 5 ans après que les mêmes banques se sont pris 10 milliards dans la figure exactement pour la même raison. Pourquoi est-ce qu'ils ont été lui prêtés? Alors 3 bouts de réponse, mais aucun des 3 n'est rassurant. Tout d'abord, après Archegos, il n'y a pas eu de règles mises en place. Il y a eu des lettres. Une lettre du régulateur britannique fin 2021, des bulletins de supervision européens, un excellent rapport qui explique parfaitement ce qui s'est passé, de très très bons documents, mais il n'oblige personne à rien. Donc on règle pas le problème, on donne des conseils, à la limite. Le deuxième point, c'est que le vrai problème structurel n'a jamais été corrigé. Chaque banque voit son propre risque. Personne, nulle part, ne voit l'exposition globale du client. Il n'existe toujours aucun registre central du levier des hedge funds. C'est 4 types au bar qui prêtent chacun 500 balles au même gars sans jamais se parler et qui découvrent le lundi matin qu'en fait ils lui ont prêté 2000. Bill Wang de chez Archegos avait construit sa propre bombe financière exactement sur cette faille-là en 2021. En 2026, la faille est toujours là, au même endroit, sans même avoir mis un panneau « Attention danger » devant l'entrée. Et le point 3, c'est peut-être le plus drôle depuis Archegos, c'est que le marché s'est concentré. Crédit Suisse a fermé boutique, on le sait, Nomura s'est replié, il y a donc moins de monde qui se battent pour les parts de gâteau. Mais ceux qui restent sont les plus gros et eux veulent conserver ce business extrêmement rémunérateur. Le business des gros clients qui payent cher pour avoir de gros leviers. Alors quand le fonds le plus chaud de Wall Street appelle votre bureau pour se faire financer, le type qui refuse de le financer ne pense pas qu'il est en train de protéger son employeur ou de limiter le risque. Le type en question se dit qu'il rate une opportunité et que c'est son bonus perso qui va s'en sortir à la fin de l'année. Du coup, on risque inévitablement de prendre une décision qui est forcément un peu biaisée. C'est un pour tous et tous pour moi.
Dans le cas de l'histoire de Leopold Aschenbrenner, on sait que Barclays lui a dit non. Et l'histoire montre que Barclays a eu raison de dire non. Mais je vous parie mon bras droit que personne de chez Barclays ne sera promu pour avoir dit non. Personne ne sera récompensé, personne n'aura un bonus supplémentaire. On ne récompense jamais le fait d'avoir évité une catastrophe. En revanche, on récompense celui qui a ramené le plus de fric. Et si ça part en vrille, on fera sauter les fusibles. Le processus est toujours le même. Voilà pourquoi c'est encore possible en 2026. La régulation d'après-crise corrige toujours les instruments de la crise précédente et jamais les incitations qui l'ont déclenché. On a écrit des règles sur les produits dérivés, on n'a rien écrit sur l'envie de gagner le mandat, de récupérer un client douteux et sur le fait de franchir un tout petit peu la ligne qu'on ne devrait pas franchir si ça peut permettre de gagner juste un peu plus de pognon. Gordon Gekko l'avait dit, « Greed is good ». Même si c'est dans un film, c'est le fondement même de l'esprit, de la mentalité de Wall Street. Mais le plus cruel dans tout ça, c'est que la semaine exacte où Aschenbrenner se fait liquider, 3 patrons du secteur lui ont donné raison. Microsoft publie ses meilleurs résultats depuis des années et dit au marché exactement ce qu'il veut entendre. Le titre explose, entraînant toute la tech avec lui. Le patron de Nvidia explique qu'il est contraint non pas par la demande, mais par la pénurie. La pénurie de mémoire, de terrain, d'électricité et d'ouvriers du bâtiment. C'est-à-dire, mot pour mot, la description même du portefeuille de Situation Awareness. Et si l'on reprend les principales positions du fonds, même après le massacre de juillet, elle reste en moyenne à plus de 100% de hausse. Sans levier, il aurait fini l'année dans le gratin mondial des fund managers et on lui faisait la couverture de tous les magazines, alors que là, il passe pour le gamin de service qui n'a rien compris à la finance et qui s'est complètement vautré. Mais par contre, ce que l'on a tendance à ne pas dire, c'est que Leopold Aschenbrenner n'est pas un mauvais sélectionneur de titres qui a explosé en plein vol. C'est un excellent sélectionneur de titres qui n'a peut-être pas su s'entourer de gens avec un peu plus d'expérience et des notions de gestion du risque qui auraient pu lui éviter de s'embourber dans les sables mouvants du levier. Le fonds est passé de 45 milliards à 10, moins 67% sur le seul mois de juillet, et malgré tout, il reste positif, environ 80% sur l'année. On vous laisse tomber ce mois-ci, c'est ce qu'il a écrit à ses clients, c'est tout. Et puis alors, petit détail que l'histoire ne retiendra peut-être pas, un détail qui ne doit pas pousser à tirer la moindre conclusion, c'est que la fiancée d'Aschenbrenner n'est personne d'autre que le chief of staff du patron d'Anthropic. Quand même. Et cette même fiancée bossait aussi avec lui au FTX Future Fund. Et ils ont démissionné le même jour, juste avant que l'empire de Sam Bankman-Fried parte en fumée. Voilà donc un couple qui a une conscience de la situation remarquablement bien calibrée quand il s'agit de sortir d'un bâtiment en flammes. Et le samedi 1er août, cette fiancée est devenue la femme de Leopold Aschenbrenner puisqu'ils se sont mariés dans la Carmel Valley en Californie, comme c'est romantique. Perdre 35 milliards de dollars le jeudi et se marier le samedi. En 35 ans de métier, j'ai vu des gens prendre 3 semaines d'arrêt maladie pour beaucoup moins que ça. Maintenant, avant de conclure, il y a 2 choses à mettre en avant et 2 leçons qu'on peut tirer de tout ça, parce que la plus importante, c'est de tirer les leçons de ce genre d'événement. La première chose, qui est d'ailleurs une des bases fondatrices de l'investissement, c'est que la taille de votre position a aucun sens dans l'absolu. Elle n'a de sens que rapportée au nombre de jours qu'il vous faudrait pour en sortir. Un ancien trader qui m'a formé à l'époque, il y a longtemps, m'avait dit « Tu ne dois jamais entrer dans une position si tu n'as pas d'option de sortir. » Et il parlait toujours de la Cockroach House, la maison à cafards. Cette boîte en carton qui attire les cafards à l'intérieur pour les empoisonner. Et quand je demandais candidement « Oui, mais pourquoi ?» il répondait inlassablement « You get in, but you never get out. » Tu rentres, mais tu sortiras jamais. La seconde chose à retenir, c'est que Barclays a dit non, mais les 3 autres ont dit oui. Alors on peut se moquer d'Aschenbrenner, c'est facile et c'est mérité, et surtout, c'est le jeu du monde merveilleux de la finance, mais lui, au moins, il a l'excuse d'avoir 24 ans et de n'avoir que très peu d'expérience de terrain. Les banques qui lui ont offert le levier sur un plateau, elles ont 150 ans d'histoire, des milliers d'employés et des départements de gestion des risques où il y a plus de monde qui bosse qu'au NYPD. Comme à chaque crise, à chaque fonds qui part en vrille, à chaque Ponzi scheme que l'on découvre, à chaque trader qui se plante, on oublie trop souvent de se poser les bonnes questions. C'est facile de pointer les responsables du doigt en lui tapant dessus, mais on oublie trop souvent qu'à chaque fois que ce genre de crise se produit, le responsable en question n'aurait jamais pu rien faire si le système ne lui avait pas ouvert la porte en grand, parce que tu comprends, greed is good. Point is, ladies and gentlemen,
that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Voilà, c'était l'histoire de Leopold Aschenbrenner. C'est la dernière victime d'un système qui préfère pointer des coupables plutôt que de remettre en cause son propre fonctionnement. C'est normal, c'est à cause du pognon. D'ailleurs, entre nous soit dit, vous croyez sincèrement que Jérôme Kerviel a fait tout ça tout seul? Ah, sérieusement, c'est un autre exemple et une autre histoire qu'on abordera peut-être une autre fois. En attendant, la bonne nouvelle pour Aschenbrenner, c'est que sa vie n'est pas terminée. Il est toujours à la tête de son fonds, et comme Wall Street a une mémoire de poisson rouge et absolument aucune rancune quand il s'agit de pognon, je vous promets qu'on réentendra parler de lui et qu'on l'invitera plein de fois à faire des conférences à 500 000 $ dans les grandes universités du pays, histoire de former la relève. Michael Milken l'a fait, Steve Cohen l'a fait, Leopold Aschenbrenner le fera sûrement aussi. Après tout, c'est que de l'argent. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. Vous likez, vous vous abonnez, on met un commentaire pour dire qu'on en veut d'autres. Bref, tout ce petit rituel qui fait tourner la machine et progresser la chaîne. Passez une excellente journée et on se revoit très vite pour parler du monde merveilleux de la finance, des records d'altitude et pour parler des semi-conducteurs, bien sûr. Allez, bye bye! Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.